De la maternité au changement de couche, en passant par les rendez-vous chez le pédiatre, les pères de famille sont régulièrement mis de côté dans la parentalité, même si, depuis quelques années maintenant, les sondages le confirment, les papas d'aujourd'hui sont plus présents dans la vie familiale que ceux d'hier. Même si les femmes, évidemment, s'occupent encore majoritairement de bien des tâches, les repas, le ménage, les achats de vêtements pour les enfants et autres rendez-vous, comment, au fond, laisser plus de place au papa Eh bien, tentative de réponse dans cette émission avec nos 4 invités ce soir. Et j'ai la joie de recevoir donc, pour en parler, Benjamin Perrier. Bonjour Benjamin. Ah, si on ouvre votre micro, ce sera encore mieux, mais ça ne saurait tarder. Je crois que Dimitri, derrière sa vitre, va s'y employer. Et c'est fait. Allez, on se la refait. Bonjour Benjamin. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir, Benjamin Perrier, vous qui avez publié plus de 20 ouvrages. Vous êtes un peu un spécialiste, on dit du parenting. Je vais me faire, là c'est sûr, je vais me faire reprendre par les auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent de toute la France. On peut dire la parentalité en français ? Oui, voilà, oui, absolument. Je connaissais même pas ce terme avant de lire ça sur votre site ou ce qu'on dit de vous. Le parenting. Écoutez, voilà. C'est un terme éditorial, effectivement. Voilà. Un spécialiste de la jeunesse aussi. Vous avez publié donc récemment le guide du super jeune papa chez Mango. Et avec Maman, on fait toujours comme ça, plus fraîchement, plus récemment. Nous sommes également en compagnie de Jacob Azeroual. Jacob, faut-il encore vous présenter ? Bonjour Jacob. Bonjour Marie-Ange. Avec votre belle voix, vous qui êtes toujours médecin, psychanalyste, psychothérapeute spécialisé dans l'anxiodépression, le couple et l'enfant. Donc il est bien question aussi dans l'histoire d'un papa quelque part. Quoi qu'on en dise, évidemment, vous êtes l'auteur chez les éditions Trédaniel de Savoir s'aimer notamment. Et puis Couple, les clés pour le réussir. J'en ai oublié un. C'est certain avec vous qui pondez un peu chaque année. Non plus beaucoup d'enfants, mais des livres, oui. N'est-ce pas, Jacob ? Parlez-nous du dernier quand même. C'est le prochain, il s'appelle Comprendre l'enfant. Voilà, tout simplement. Voilà. Il reviendrait certainement en parler, j'imagine, quand il sera sorti. Nous sommes également en compagnie d'un super papa qui est Bertrand de Kerangat. Bonjour Bertrand. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir ici. Merci, de même. Dans ce studio, vous qui êtes papa de 5 enfants. 5 enfants, tout à fait. Qui ont, oui. alors, le plus âgé à 19 ans et le dernier à 10 ans. Ah oui, donc ils sont quand même relativement rapprochés, ces enfants-là. Peut-être faut-il mieux d'ailleurs... Eh bien, non, il y a 2 écoles qui sont rapprochées pour les parents. C'est la joie de les accueillir. En tout cas, c'est comme ça. Voilà, tout à fait, c'est la joie de les accueillir. Mon aîné a 19 ans, c'est un garçon. Il est suivi d'un autre garçon qui va avoir 18 ans dans quelques semaines. Et j'ai des jumeaux, des faux jumeaux, qui vont avoir 16 ans. Et puis le dernier qui a 10 ans, qui vient de faire sa rentrée en 6e. Eh bien, on lui souhaite une bonne 6e, une bonne entrée dans, pas la vie des adultes encore, mais en tout cas la vie dans le collège, qui est quand même une grande étape, effectivement. Et le père Nicolas Jalin, que j'aurais dû vous présenter en premier. Pardon, père. Oh, ça se fait pas, ça. Bonjour Marie-Ange. En tout cas, ravi de vous recevoir, vous aussi. En ce temps de rentrée dans lequel nous sommes encore, on peut bien le dire, Père Nicolas Jalin, qui est tout simplement curé de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance dans le 15e arrondissement de Paris, pour nos auditeurs qui nous écoutent de toute la France. Nous voyageons aussi même dans Paris parfois. Et vous en avez beaucoup, des fidèles paroissiens qui sont papas, pères de famille, parfois un peu décontenancés par cette tâche quand arrive le premier enfant. Alors, c'est drôle, je vous pose la question à vous qui n'avez pas d'enfant à proprement parler, évidemment, père de Kerangat, j'allais dire, père Nicolas Jalin. Mais quand même, qu'est-ce que aujourd'hui, dans les propos qui remontent à vos oreilles, dans les confessions, dans les confidences que vous font les papas, c'est pas simple aujourd'hui. C'est l'impression que c'est à la fois plus facile et moins facile qu'avant d'être papa. En tout cas, c'est pas une tâche facile en soi et qui est innée. En soi, là, je suis avec des gens beaucoup plus compétents que moi. Moi, en fait, je m'attache beaucoup à les accompagner, en fait, pour que la foi les éclaire sur ce chemin. Jésus nous a révélé que Dieu était Père, c'est spécifique à la vie chrétienne. Alors en les accompagnant, donc avec les PD des pères de famille, avec l'accompagnement personnel, on a inventé plein de choses. Il y a les messes du matin avant d'aller lever les enfants, il y a des tas de choses. Ce qui est passionnant, c'est, de mon point de vue en tout cas, de la même manière que si moi je suis père, vous m'avez appelé père, c'est parce que dans une dimension de la vie de l'Église, je représente la paternité de Dieu. Eux le font d'une autre manière. Et pas moins, mais chacun dans le corps de l'Église a sa place et
Et ensuite, c'est la vie chrétienne, c'est comment accueillir. Tu as parlé, Bertrand, d'accueil des enfants, ils arrivent comme ça. Comment est-ce que j'accueille l'enfant dans toutes ses dimensions, avec toutes les problématiques qu'il va y avoir quand ils vont grandir, avancer? Comment est-ce que je suis visage du Père, de l'amour du Père là-dedans? Et Dieu sait que ça ne s'improvise pas. Première question, j'ai envie de vous la poser, Bertrand. Je la poserai à tout le monde, évidemment, ici présent sur ce plateau. On est papa ou on le devient? Ah, vaste question. Les deux, hein. Les C'est deux, vrai? puisque je suis homme, et donc je nais homme, et forcément j'ai une certaine paternité qui va s'exercer, indépendamment de ma vocation, ou en tout cas le sens de la vie que je veux mener. Et puis après, bien évidemment que quand on est père de famille, le rôle de papa, il se construit, Vous avez eu du mal avec le premier enfant, l'arrivée du premier enfant ou pas? Très sincèrement, parce que vous êtes témoin du jour. On était un petit peu décontenancés, on va dire, parce que d'une vie à deux, on passe à trois. C'est brutal pour tout le monde, ça. Oui, voilà, mais je dirais que finalement, ça s'est fait aussi tout à fait naturellement. Chacun prend sa place. Quand le bébé arrive, je pense que c'est d'abord le temps de la maman, même si le papa est là, bien sûr, parce que la maman a besoin d'un soutien proche. Voilà, je dirais que les premiers temps, c'est surtout le temps de la maman. Et ça n'a pas l'air si simple. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous, dans votre livre, Benjamin Perrier, enfin dans l'un de vos ouvrages, vos nombreux ouvrages sur l'histoire de la paternité, il y a plein de choses sur avant. Moi, c'est ça qui est très étonnant. Et on sent que ça se prépare. Parce que là, aujourd'hui, le thème, c'est comment laisser plus de place au papa une fois que bébé arrive, le premier, et puis les autres. Mais c'est dans l'avant que tout se joue. C'est ça, si j'ai bien compris votre livre? J'ai un peu la sensation qu'une future maman a 9 mois physiologiques pour se préparer. Et que pendant ces 9 mois, à partir du moment où elle le sent ou elle le sait médicalement, elle va être entourée. Il y a une espèce de tradition, de la transmission par les amis, eux, qui sont déjà passés par là, par les mamans, par les sœurs, où on va, au-delà de l'aspect physiologique, pouvoir accompagner cette future maman à devenir mère. On va lui donner des petits trucs et astuces, des petits tips, histoire d'en rajouter sur le parenting. Comment dire, et donc, de pouvoir un peu, parfois, briser l'image d'Épinal, et puis parfois se préparer soi. J'ai un peu la sensation qu'une femme a 9 mois pour devenir maman. Et à l'inverse, on n'a pas... Alors, en tout cas, c'est un sentiment pas que personnel, hein, mais on n'a pas cette tradition-là de transmission chez les hommes. C'est-à-dire que nous, en tant qu'hommes, on a un peu, pas que, évidemment, chacun aussi a son parcours personnel, familial, amical, mais on devient papa au moment du premier cri. Moi, j'ai ce sentiment extrêmement... Enfin, cette sensation extrêmement personnelle, peut-être que d'autres papas la partagent. Je suis incapable aujourd'hui, dans un documentaire ou une fiction, d'entendre un premier cri de nouveau-né. Ça me transperce et ça me ramène à la naissance de mon premier enfant. C'est douloureux, ça vous transperce? Non, c'est chargé d'émotions. C'est quelque chose d'émotionnellement extrêmement fort. Ce que je cherche à dire par là, c'est que j'ai eu, en tout cas de manière très personnelle et individuelle, et c'est la base de mes recherches et de mon travail en tant qu'auteur, de m'efforcer un petit peu de transmettre... des trucs, des astuces, de baliser le terrain au futur papa, c'est nous, on n'est pas préparés à ça. Ça nous tombe dessus un petit peu. Voilà, il arrive, on nous le tend dans les bras. Alors après, chacun a une suite d'accouchements qui est différente. Il y a des accouchements à problème, des accouchements qui se font facilement à la maison ou pas, etc. Mais en tout cas, il arrive, et puis voilà, c'est là, et on rentre à la maison, et je rejoins et on fait quoi, Bernard sur ce truc, Bertrand, pardon. Bertrand, je suis très nul avec les prénoms. On est deux alors. Voilà, j'ai pas de fiche. Moi, je me souviens des conversations et des visages, mais parfois pas trop des noms, pardon, chers auditeurs. Et je suis complètement d'accord avec ce sentiment que vous avez eu sur le côté d'être décontenancé. J'ai encore l'image très très forte du couffin de ma femme, moi, le couffin... Qui était vide et puis maintenant qui est plein, quoi. Voilà, c'est ça. On a tout préparé, on a fait la chambre, on a tout bossé en amont, on s'en est parlé, puis voilà, là c'est là. Et c'est pour être dans une belle image d'Épinal, c'est le premier jour du reste de notre vie. Voilà. Ouais. Jacob Azeroual, vous vous souvenez aussi? Alors, moi, ce que je voudrais d'abord, c'est remercier
Radio Notre-Dame et Marie-Ange et Jessica. Et RCF. Et RCF maintenant, désormais. RCF, absolument. Pour nous donner de la visibilité à des messages positifs et vous féliciter de remettre au goût du jour le rôle du père dans une période moderne où on cherche à effacer les différences hommes-femmes, où on est en train de nous raconter parent 1, parent 2. Ne serait-ce que le fait de parler du rôle du père, ça veut dire on se rappelle que le père a peut-être un rôle. Donc c'est déjà extraordinaire en soi déjà. Donc je vous remercie pour ça. Je voulais vous annoncer, partager la bonne nouvelle qui est toute fraîche, que les 2 livres Savoir s'aimer, couple et clés pour réussir, je suis lauréat pour le prix des couples 2023 accordé par le Fonds du bien commun. Cher Jacob. Merci 1000 fois Marie-Ange, voilà, c'est un grand bonheur. Et puis surtout, pourquoi ça me rend joyeux? Parce que ce sont des livres sains, S-A-I-N-S, c'est-à-dire qui promouvoient la morale, une morale qui a tendance à être un petit peu galvaudée, à être écrasée, piétinée, absolument, parce qu'on est dans une période où, sincèrement, on est en train d'effacer les références, les référents normaux, entre guillemets, sont en train d'être effacés. Donc moi, par rapport à l'histoire du père, évidemment, je rejoins tout à fait mon voisin. Moi, j'ai pas de problème de prénom. Donc mon c'est voisin admirable, Benjamin. Donc c'est Non, ne vous Benjamin inquiétez pas, Jacob. je sais très bien que c'est Benjamin. Benjamin, c'est le Ouais. le dernier fils de Jacob. Vous Donc, remerciez je rejoins de- Benjamin de dans le rejoindre, sens oui. où je le rejoins. Pourquoi? Parce qu'en effet, pour moi, si la femme est entre guillemets naturellement maternelle, est-ce que c'est une histoire d'hormones, mais aussi parce que, comme il a si bien dit, pendant 9 mois, elle a un lien qui est établi naturellement, physiologiquement avec le bébé, ce bébé qui a besoin d'elle, parce que je vous rappelle qu'en fait, plus j'aime, plus je fais, mais en fait, plus je fais, plus j'aime. Donc en fait, comme elle s'implique, ce bébé a un besoin incontournable de sa mère. Il ne peut pas changer les couches, il ne peut pas se nourrir tout seul, donc elle s'implique. Et comme elle s'implique, ça crée un lien, ça crée un pont. Ce que l'homme n'a pas, et en plus De de façon ça, naturelle. absolument, et mais même pire que ça, les hommes, je suis désolé, j'en suis un, et je peux vous dire, nous sommes de nature égoïste. On est égoïste. Ce n'est que par la vie qu'on apprend à s'intéresser à quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donc, au fur et à mesure, on va s'impliquer et on va développer une sorte de sentiment d'altérité pour entrer dans la pensée de l'autre. Que ce soit, donc, la première expérience, c'est avec notre compagne, et ensuite avec nos enfants, d'apprendre à se mettre de côté pour s'intéresser à quelqu'un d'autre que moi-même. Maintenant, ce processus où l'homme, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses positives dans la modernité, mais il y a ça. L'homme est beaucoup plus impliqué. Pourquoi? Pour 2 choses. D'abord, c'est un souhait personnel. C'est-à-dire, l'homme a exprimé ce souhait d'être plus impliqué, parce que pendant des années, pour ne pas dire des millénaires, il a toujours été marginalisé. C'est-à-dire, on a la mère avec ses enfants, et on a le père qui est complètement C'est de vrai côté, qu'avant, c'était de un peu l'autre différent, rive. ouais. Et puis aussi parce que la femme, et c'est ce que je dis dans mon nouveau livre, le rôle de la mère, c'est aussi de renvoyer l'enfant vers le père. Pourquoi? Parce que d'abord, ça la soulage, et 2, et surtout, ça permet au père de construire une relation avec l'enfant. Et pourquoi c'est important aussi que la mère soit soulagée? Parce qu'une mère qui est fatiguée, elle n'a pas de patience, et même, pardonnez-moi, sur le plan intime, ça j'en parle dans le livre Couple et clés pour réussir, que quand un homme, alors j'aime pas le mot aider, parce qu'un homme n'aide pas sa femme, il participe. Et quand il participe, ça la soulage, et donc, même dans la relation, elle s'en trouve bonifiée, et notamment sur le plan intime, voilà, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'une femme qui est épuisée n'a pas de patience, et puis pour le reste aussi. C'est pas terrible. Donc tout le monde y trouve son compte, et c'est intéressant. D'où l'intérêt, merci infiniment pour cette introduction fort psychologique, Merci Marie-Ange. pour mettre les choses à leur place en ce début d'émission. Cher Jacob Azeroual, Bertrand de Kerangat, j'ai oublié de préciser une chose, d'où l'intérêt du pèlerinage de Cotignac des pères de famille dont vous faites partie. Puisque j'ai quand même oublié de préciser à nos auditeurs qui nous écoutent que c'est aussi dans ce cadre-là que vous êtes là ce soir. Oui, tout à fait. Oui, j'ai participé à une dizaine de pèlerinages à Cotignac. Et puis j'ai été pendant 6 ans le coordinateur. Donc j'avais la responsabilité de choisir le thème avec les mamans d'ailleurs qu'on partage. Puis d'autres pèlerinages des pères de famille, il y en a une 60aine en France dans l'année qui représentent 10 à 15 000 pères à peu près qui marchent. Et les 2 tiers reprennent le thème de Cotignac qu'on choisit donc en janvier avec les mamans. Et pour moi, c'est un point très important de ma masculinité, c'est de l'exercer aussi au travers de la rencontre fraternelle et puis surtout une dimension spirituelle.
C'est-à-dire qu'au travers des échanges qu'on a, mais il y a évidemment le pèlerinage des pères de famille, mais il y a d'autres choses que Nicolas disait tout à l'heure, comme les hommes adorateurs ou d'autres moments forts spirituels, où je pense qu'à partir du moment où le père, le papa, est centré autour de sa vie de foi, eh bien, il y a plusieurs choses qui en découlent et je l'ai expérimenté. Tout d'abord, au niveau paroissial, je dirais qu'il y a une communauté forte qui se crée, vraiment fraternelle, il n'y a pas de masque, etc. Et ça, c'est très beau, parce que du coup, on est en vérité. Et c'est pour ça qu'on marche à Cotignac, pour être en vérité les uns avec les autres. Et la deuxième chose, c'est que je me découvre aussi moi-même comme étant un chrétien engagé. Et au travers de ça, je peux aussi parler de ma foi, témoigner auprès de mes enfants pour leur dire tout l'amour que Dieu peut nous donner et que je peux donner aussi en retour à ma femme et mes enfants. Eh bien, beaucoup de questions que j'ai à vous poser, Bertrand, et à vous autres invités également. Mais juste après Pietro Locatelli, si vous le permettez, cet extrait du Concerti Grossi, opus numéro 1. À tout de suite. Et voilà pour Pietro Locatelli, un peu de baroque dans ce monde brut. Et oui, qui fait disparaître un peu les papas, dit-on, et en même temps, ils ont envie de se rendre plus présents, mais c'est pas facile. Alors comment faire? Peut-être en lisant Super Futur Papa, ou bien encore Jacob Azeroual et son prochain ouvrage Apparaître, n'est-ce pas? Et ben oui, voilà, qui est dit. Comment laisser plus de place au papa, tout simplement. Nous en parlons avec nos 4 invités, donc, qui sont le père Nicolas Jalin, qui est curé de l'Arche d'Alliance à Paris dans le 15e, Bertrand de Kerangat, papa de 5 enfants, qui a fait longtemps partie et qui en fait encore partie, je crois, du pèlerinage des pères de Cotignac. Nos éditeurs commencent à connaître certainement. Benjamin Perrier, donc auteur de Le Guide du Super Papa, du Super Jeune Papa, etc. Et puis avec Maman, on fait toujours comme ça, évidemment, à mentionner, qui vient de paraître. Et enfin, donc, Jacob Azeroual, qui est médecin, psychanalyste, psychothérapeute, qui est spécialiste du couple et de l'enfant, et qui a publié de nombreux ouvrages, on peut le repréciser quand même, Savoir s'aimer, Couple, les clés pour le réussir. Mais c'est vrai que ça paraît un peu vieux maintenant avec tout ce que vous sortez chaque année, comme beaucoup d'auteurs évidemment qui viennent ici. C'est rassurant aussi. Maintenant que Bertrand a répondu à cette question autour de ce qui se joue au pèlerinage, par exemple, des pères de famille, de Cotignac, Bertrand, j'ai peut-être envie de rebondir. Vous avez dit être vrai. Ça permet notamment d'être vrai. Il y a un problème d'être vrai, être soi-même quand on est papa pour commencer aujourd'hui ou pas. Pas forcément votre parcours à vous, mais ce que vous avez entendu depuis 10 ans à ce pèlerinage, notamment les confidences qui vous ont fait des autres papas. Je dirais que en fait, dans la vie professionnelle que tout le monde connaît, on joue quelque part un rôle parce que avec nos différentes fonctions, notre métier, etc. Mais par contre, au pèlerinage, en tout cas moi dans mon chapitre, on commence par un tour de table, on va dire, avant de se mettre en marche vers 5 heures du matin, au petit lever du jour. Et puis on dit pourquoi on veut marcher. Et c'est là où je dis qu'on est vrai, parce qu'on ne peut pas se débiner. Ou alors celui qui se débine, il a toute la journée pour se laisser aller. Et puis l'atmosphère bienveillante qui règne permet justement à chacun de pouvoir dire profondément pourquoi il marche, mais quelles sont ses joies, évidemment, déposées au cœur de Saint-Joseph, et quelles sont ses peines, et puis quelles intentions il veut porter et pour lesquelles on va prier pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que on marche en vérité, sans masque. Mais ça a l'air du coup d'être une question aujourd'hui, de la difficulté d'être vrai. Père, ça vous parle ça quand j'évoque cette question de l'authenticité, d'être soi dans le couple, ça va plaire à Jacob, cette question ainsi que certainement à notre ami. On a fait une émission sur ça, sur est-ce qu'on doit tout dire dans le couple. Mais là, au niveau du papa, si ça, vous voyez ce que je veux dire, Père Je vois très bien, moi, ce que j'abonde dans le sens de Bertrand, parce que j'ai fait plusieurs années le pèlerinage de Cotignac avec des papas de ma paroisse, et puis après avec d'autres paroisses plutôt vers Montligeon. Et ce qui m'a toujours frappé dans ce pèlerinage, c'est ce besoin qui s'exprime. En fait, honnêtement, je peux dire que moi, dans mon expérience, c'est le seul lieu dans toute ma vie, et pourtant j'en ai vu un petit peu quand même, où je vois des hommes qui sont capables de se livrer sur des choses profondes et d'ouvrir tout d'un coup quelque chose qui est extrêmement intime et qu'on a du mal à gérer, très clairement. Et
c'est possible grâce à une très grande confidentialité et le cheminement qui nous met tous au même niveau. Voilà. Parce que les femmes font peur, les mamans font peur au papa. Est-ce qu'on peut rester Ah, juste d'accord. rebondir Non, mais sur ce je reviens sujet. demander à Benjamin ce qu'il en pense. Si J'ai difficulté à être vrai, oui, pardonnez-moi, j'ai tendance à aller un peu vite. Si les mamans font peur au papa, Non, ça, c'est la question d'après, parce que Jacob D'accord. me gronde. Mais Non. en revanche, d'être vrai, c'est vrai que autant vous demander, est-ce que c'est normal de cette impression? J'ai l'impression, moi, que des hommes ressentent ça, en fait. Hein, du mal à la difficulté à assumer tout ce qui va avec le rôle de père. dire, oui, de dire toujours, de rien pouvoir oser dire sur la façon d'éduquer les enfants. On revient sur l'effet d'effacement, l'impression d'effacement, de disparition de la parole du père, qui autrefois était, alors au contraire, très prépondérante. En revanche, aujourd'hui, on sent que c'est complètement le contraire, qu'elle a disparu, qu'on ne veut pas l'écouter, qu'il s'écrase dans un coin. Il se cache sous la moquette, quoi. On a un peu cette impression-là, je suis désolée. Hein, Non, je mais donne mon il faut- impression, mais peut-être faux. mais c'est important, Benjamin. c'est important les impressions. Je pense que chaque expérience est propre à chacun. Effectivement, peut-être que le rôle du père d'il y a 50 ans était peut-être plus facile à percevoir parce qu'il était peut-être plus normé, plus institutionnalisé. Peut-être qu'aujourd'hui, on brise les codes Ouais. depuis, mais alors ça fait pas non plus 2-3 ans, ça Non, fait non, 20 10, ans. 15, 20 ans qu'on brise les codes, comment dire, la femme, le rôle de la femme au sein de la famille est beaucoup A plus changé. mouvant. Il a Elle changé. travaille aussi. Elle travaille depuis l'après-guerre. Enfin voilà, les 30 Glorieuses ont amené ce progrès-là pour les femmes et ont bousculé un peu Ouais. un ordre établi. Depuis maintenant 30 ans, on parle, les sociologues ont pris la main pour évoquer quelque chose qui est depuis très à la mode aujourd'hui. On parle de la charge mentale. Ouais. Alors, Absolument. j'ai pas de problème avec la charge mentale, j'ai juste un problème avec la nomenclature. Je m'explique. Quand on commence à parler de cette charge mentale dans les années 80, on l'évoque comme la charge mentale domestique ou ménagère. D'accord. Et pour moi, c'est important, ce petit mot en plus. Parce que quand, notamment, l'illustratrice et blogueuse Emma, en 2017, fait une belle BD sur la charge mentale, il y a eu beaucoup de réactions négatives de la part des hommes. Comment ça? Mais Tiens. oui, nous aussi, on a une charge, des etc. choses. On fait des choses. Et puis, on a aussi notre bagage. Ce qui n'est Ouais. pas faux. Parce que Ce qui est pas fondamentalement, faux. homme ou femme, papa, maman, célibataire ou pas, on a tous une charge mentale à proprement parler. Je veux dire, notre rapport avec nos enfants, notre rapport avec nos parents, nos amis, nos collègues, notre travail, notre chemin de vie, quel qu'il soit, ça peut, Ouais. selon le moment de notre vie, être une charge. En revanche, parler de charge mentale domestique, c'est mettre le doigt sur le fait que depuis que l'homme et la femme ont, dans la vie que l'on connaît tous socialement, une espèce de forme d'égalité, ou au moins tend à l'avoir. Je parle du droit des femmes, du droit à travailler, autant que les hommes, d'être payés pareil, etc. Ce que je trouve fondamentalement extrêmement normal, et je trouve que c'est un progrès de société. Eh bien, il n'en reste pas moins que la femme, aujourd'hui, prend beaucoup plus cette fameuse charge mentale du quotidien, c'est-à-dire des vaccins des enfants, des rendez-vous scolaires, des fournitures, des vêtements qui sont trop petits. Ça s'est prouvé, hein, j'ai tous les sondages là. Qui le Oui, prouvent. oui, l'INSEE a fait un travail remarquable là-dessus qui est relayé depuis. Il faut savoir que depuis les années 80, l'homme, dans les années 80, pour avoir un chiffre parlant, en 86, on estimait à 15 minutes le temps passé pour un homme avec ses enfants. Et ce temps a augmenté drastiquement, puisque, attendez, parce que je ne veux pas te dire de bêtises, non, pardon, il était de 9 minutes en 1995. Et il est maintenant à 15. Et maintenant, il est à 19 minutes. Waouh! C'est incroyable, sauf qu'il faut le mettre en corrélation avec le temps passé pour la femme, avec l'enfant. Il est de 55 minutes Et oui. par jour, on parle par jour, on ne parle pas par semaine ou par mois. hein, Il a considérablement donc, baissé. il a- C'était le thème d'une émission précédente. d'ailleurs, Voilà. La semaine dernière. Et effectivement, donc en fait, il y a un... Alors pardon pour le néologisme anglais, il y a un gap énorme Ouais. entre ce que fait l'homme factuellement. deux On ne parle sujets, pas ouais. individuellement, je ne parle pas pour vous, je parle en termes de chiffres et de données. Intéressant. Moi, tout mon travail, c'est de m'efforcer de prendre les questionnements qu'on a tous en tant que père et d'aller chercher un petit peu aussi de chiffres et pas de m'atteler à mon chemin personnel
qui fondamentalement a de l'intérêt pour moi, mais dans mes livres ne l'a pas. Vous voyez, le sondage qui peut répondre avant d'entendre Jacob qui ronge son frein. Qu'est-ce qui définit... Alors, c'est un sondage qui date d'il y a 2 ans. Qu'est-ce qui définit le mieux les papas d'aujourd'hui? Papa présent, 42,4% des répondants répondent ceci. Le papa est plus présent. En deuxième position, le papa est plus papa poule. Et en troisième, papa clown. Et alors, le papa autoritaire, 8,5%. Donc, c'est drôle parce qu'effectivement, ça répond un petit peu, enfin, ça complète un peu ce que vous venez de dire. Pardon, Jacob, je vais vous laisser la parole. Mais c'est intéressant de parler d'autorité. Effectivement, je pense que le rôle du papa autoritaire en tant que tel n'existe plus tant qu'avant. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Factuellement, moi déjà, je suis beaucoup moins bien placé que Jacob, qui va prendre la parole dans quelques instants, pour en parler. Ceci étant, est-ce qu'il faut lutter contre l'air du temps, ou est-ce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, une maman peut être figure d'autorité à la maison, et que ça n'est pas grave, et qu'il faut juste, en tant que parent, s'accorder ensemble pour que ça se passe au mieux pour l'enfant? Jacob, à vous. Alors, c'est vraiment dommage, parce que le problème, c'est qu'il y a vraiment trop de choses. C'est ça, la radio. Mais bien, alors on va essayer de reprendre un petit peu. Déjà, si je rebondis sur Benjamin qui parle de charge mentale. Alors, moi, j'ai fait d'ailleurs récemment une conférence qui s'appelait les clés du bonheur. Et dans les clés du bonheur, c'est d'apprendre à économiser de l'énergie. Pour économiser de l'énergie, il y a l'organisation, donc au niveau vraiment le programme, mais aussi et surtout l'esprit de ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire, est-ce que je facture tout ce que je fais? Parce que quand un père ou une mère, ils font par devoir, je dois donner le bain, je dois faire les devoirs, je dois jouer, je dois préparer à manger, c'est extrêmement épuisant. Alors qu'en fait, c'est pas un devoir, c'est de l'amour. Parce que s'occuper de quelqu'un, c'est de l'amour. Et donc, finalement, je consomme 0 énergie. Et mieux que ça, je reçois de l'énergie pendant que je suis en train de, entre guillemets, dépenser de l'énergie. On a un père ici, il sait très, très, très bien que dans la générosité, quand vous donnez, vous recevez autant, si ce n'est pas plus. Quand vous donnez de l'argent, de votre temps, vous consacrez votre énergie, la communauté. Ça coûte au début, mais c'est ça que vous voulez dire. Ça coûte pour ceux qui n'ont pas l'art de donner. L'art de donner est justement d'avoir ce plaisir. Je vais vous raconter une anecdote authentique qui s'est passée. J'étais en route dans le TGV. Moi, j'adore le TGV. Je ne suis pas en train de faire la pub, mais j'adore. Pourquoi? Je devrais avoir un bureau dans l'esprit TGV. Pourquoi? Parce que quand je suis dans le fameux carré, je travaille, je suis toujours inspiré. Donc, je suis en route pour Amiens. Centre Net m'a commandé une conférence pour le lancement de leur centre. C'est d'ailleurs sur l'estime de soi. Et dans le carré à côté, je vois un monsieur, manifestement le père, avec ses 2 enfants. Et ce qui m'a surpris, donc je suis concentré sur mon ordinateur et j'entends son enfant le plus jeune donner des réponses, mais j'étais époustouflé. Le mec, il devait avoir quoi, 5 ans, mais c'était brillantissime. Le mec, 15-5 ans. C'était brillant. Et bien sûr, je me suis permis de féliciter pour 2 choses. D'abord, le père n'était pas sur son smartphone, parce qu'il y a des pères sur le smartphone, et puis en même temps, vas-y, donc il fait la dictée en même temps qu'il est sur le smartphone. C'est nullissime, nul. Là, non, pas du tout. Il était impliqué, et donc il donnait un bon exemple, et que les enfants, au lieu d'être sur une tablette et de s'en débarrasser, ils étaient en train de faire un jeu ludique extraordinaire. Il y avait une femme à côté, je me suis posé la question, est-ce que c'était la femme ou la mère ou pas? Tellement, pourquoi? Parce qu'elle était avec son bouquin. Et je me suis dit, c'est pas négatif ce qu'elle est en train de faire, au contraire. D'abord, elle donne le bon exemple en lisant un livre. Donc elle leur dit, il faut lire des livres plutôt que passer leur temps dans smartphone et trucs, etc. Mais aussi, elle donne de la place. Vous savez, c'est quelque chose qui coûte. Une mère, elle ne veut qu'une chose, c'est être en fusion avec ses enfants. Elle meurt de ça. Elle voudrait que son fils soit homosexuel pour qu'il n'aime que sa mère. Qu'elle soit en fusion totale. Revient au galop, j'adore. Absolument. Donc en fait, ça lui coûte de se mettre de côté, de se la boucler et de laisser de la place à l'homme. Mais c'est de l'amour qu'elle donne à son enfant. C'est un message qui m'est destiné personnellement, Jacob? Comment ça se passe? Et donc, j'ai trouvé ça magnifique et bien sûr, je les ai félicités. Maintenant, je voudrais rebondir par rapport à sur ce qu'il a dit Bertrand sur vrai et marche. D'abord, l'histoire... C'est bizarre parce que vous avez dit le rôle du père. Et je me suis dit moi-même, dans mon bouquin, j'ai appelé rôle du père. Je crois que je vais l'effacer parce que rôle, ça fait appel à une sorte de comédie. Théâtralisation, Exactement. Alors qu'en fait, non, c'est la fonction. Fonction du père. Pardon. Maintenant, absolument. Donc déjà, la fonction. Pourquoi je dis ça? Une fois, lors d'une certaine fête, je devais donner un cours, une conférence. Et donc, la personne qui organisait la fête, je lui dis, est-ce que tu vas assister au cours? Elle me dit, bien sûr, je dois donner l'exemple.
Je lui dis non, on ne doit pas donner l'exemple, on doit être un exemple. Elle me dit, je ne comprends pas la différence. Je lui dis justement, donner l'exemple, ça veut dire je joue un rôle pour juste donner l'exemple. Et ensuite, quand je suis tout seul, je raconte n'importe quoi, je peux être vulgaire, je peux dire, je peux mentir, je peux faire ce que je veux. Non, on ne te demande pas de donner l'exemple, on te demande d'être un exemple. Et c'est là l'histoire du vrai. Alors juste avec un petit bémol, on a fait une conférence, une émission sur est-ce qu'on doit tout dire, avec un petit bémol. Pourquoi? Parce qu'histoire de la sincérité et de la franchise, est-ce qu'on doit tout dire? Vous vous rappelez de ça? On avait fait une belle émission, merci mon Dieu. La sincérité, oui, parce que la sincérité est une sorte de bienveillance. Alors que la franchise, je trouve, il y a une sorte d'agressivité. Et dans la vérité, on ne doit pas tout dire. On ne doit pas être, par exemple, un père, il a des problèmes professionnels. Est-ce qu'il doit en parler même à son épouse? Est-ce qu'il doit en parler à ses enfants? Ça, c'est une vraie question. Non, pourquoi? Bien sûr, si jamais, par exemple, il a un retour de situation et que les enfants ont été habitués à dépenser beaucoup d'argent, bien sûr, il peut leur dire, les enfants, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous calmer au niveau des dépenses? Voilà, il y a des choses, etc. Et donc, ça, oui, mais sans rentrer dans le détail des problèmes, parce qu'il va ajouter, alors justement, aux charges de stress. Les enfants aujourd'hui sont extrêmement stressés. Donc, ils n'ont pas besoin d'être surchargés de stress. Donc, dans ça, par rapport à la vérité, par rapport à la marche, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Sachez-le. Déjà, dans la science mystique, tout se passe pendant la marche. Toujours l'élève avec le maître, il marche. Et je dis toujours que s'il y a un moment privilégié pour un père avec son fils, et je vous rassure, j'ai toujours dit que si un jour je deviens célèbre, mais vraiment célèbre, et on me dit, c'est quoi pour toi l'image la plus belle qui puisse exister? Je dirais une mère avec sa fille, en train de prendre un verre, en train de prendre un petit déj, en train de faire les soldes ensemble, un week-end. Pourquoi? Parce qu'elles ont réussi à construire un pont et elles marchent ensemble. Même chose, le père et le fils. Même le père avec la fille. Mais le père et le fils dans le sens où le père et l'enfant, pourquoi? La marche, c'est un moment gratuit. Pourquoi? Si vous donnez rendez-vous, c'est-à-dire viens au bar-restaurant pour parler, ça n'a pas le même impact que lorsque c'est pendant la marche ou pendant votre train. Pourquoi? Quand on est en train de marcher, c'est un moment gratuit. Il y a une sorte de détente. Donc la personne, elle est beaucoup plus sensible. Le message est beaucoup plus percutant. Est-ce que je peux raconter une histoire juste avant ou pas? Il y a Pascal Obispo qui passe par là, ça vous ennuie pas? Et son beau millésime. Allez, on s'écoute ça et on se retrouve après. À tout de suite. Et voilà pour ce magnifique millésime. Merci Pascal Obispo et puis merci Pascal Chen et François Dieudonné pour cette touche musicale quotidienne, je vous le rappelle. Comment laisser plus de place au papa? C'est bien la question que nous nous posons aujourd'hui avec nos 4 invités, le père Nicolas Jalingue, Bertrand de Kerangat, Benjamin Perrier et Jacob Azéroual. De retour autour de la marche Bertrand de Kerangat, puisque c'est votre dada, avec d'autres pères, dans le cadre, je le rappelle, du pèlerinage des pères de famille de Cotignac. Vous disiez qu'effectivement, le rapport à la vérité qu'évoquait tout à l'heure Jacob Azéroual est d'autant plus intéressant pour la confidence, c'est ça? Vous alliez ajouter quelque chose autour de cela, entre pères, entre papas? Oui, alors après, ça ne m'empêche pas d'être vrai avec mon épouse, en tout cas de construire mon couple en la considérant comme ma meilleure amie, comme elle me considère mon meilleur ami, enfin son meilleur ami, ce qui fait que là aussi, je suis particulièrement vrai avec elle. Ça, c'est du boulot, hein? Ah oui, c'est du boulot, oui, bien sûr. Des années de mariage. J'ai pas fini. On n'en est qu'au début, on va dire. Voilà, mais je voudrais revenir. La belle raison. C'est de vivre toujours 100 jours comme un dernier, c'est-à-dire en fait toujours un début, un début. Demain en même temps que même Bravo. si mes enfants sont encore jeunes, j'ai hâte d'être grand-père. Voilà, je voudrais revenir sur ce que disait Jacob sur la marche, parce que effectivement, j'ai eu la chance, suite à un livre que j'ai lu de Renaud François, qui parlait d'une histoire de père avec de lui avec son fils, qui est parti 4 mois chevaucher en Asie pour retrouver son fils. Finalement, il s'est retrouvé lui. Ce qui m'a donné l'idée ensuite, vers l'âge de... Quand mes enfants ont 14-15 ans, je les emmène 3 jours faire une activité, alors en particulier un peu de marche, enfin en tout cas, je trouve une activité qui permet à l'enfant et à moi de nous retrouver. Et donc, j'ai fait une année 3 jours autour du Mont Lozère avec mon fils aîné, où là, on a beaucoup marché. On a aussi beaucoup parlé, on a pleuré ensemble. Voilà, il avait 14 ans ou 15 ans. Oui, tout à fait. Des demandes de pardon, etc. C'est une très belle leçon de montrer une fragilité à l'enfant. Voilà. J'ai fait ça aussi avec mon second dans les Alpes-Maritimes, avec mon troisième en Irlande, et puis cet été récemment de nouveau avec mon troisième où j'étais seul à la montagne avec lui. Et puis un matin, je dis bon écoute, viens, on va marcher, on va bivouaquer.
Et demain matin, on se lève aux aurores et puis on fait un 3003, tu vas voir, c'est facile. Et donc, il a l'agnac et tout. Et effectivement, on a marché. Et puis, en fait, à 8 h du soir, on était dans notre tente. Il y avait une tempête de tous les diables. Voilà, on s'est retrouvés voilà, calfeutrés dans nos sacs de couchage. Et puis, lui, effectivement, Jacob, montrant ma fragilité. Et puis, lui, voilà, là, pour le coup, on est égal devant la furie de vent. Et puis on est parti de bon matin à 6 h pour gravir notre montagne. Et c'était magnifique. On est arrivé en haut, il y avait une mer de nuages. Voilà, on est redescendu. Il a eu des coups de mou, j'ai eu des coups de mou. Voilà. Et je pense que je suis d'accord sur être l'exemple ou devoir montrer l'exemple. En fait, à mon sens, je pense que le principal, c'est d'être naturel, en fait. Et plus je suis naturel avec moi-même, plus je peux être naturel avec mon épouse et surtout avec mes enfants. Et c'est au travers de ça, en tout cas pour moi. Et en ce sens, le père a pris cher, si je puis dire, ces dernières années, avec toutes les injonctions. Vous avez parlé de la charge mentale et j'ai bien vu votre façon d'en parler, effectivement, Benjamin Barrier, qui était fort intéressante tout à l'heure. On peut le dire, non mais on est entre nous là, si je puis dire, on peut le dire. Le papa prend cher depuis quand même des années. Mais le papa, il doit se réadapter. Il doit prendre en compte. Reprendre un peu ses. Je pense que on peut décider de lutter vent debout contre la société dans laquelle on vit, ou alors on peut décider de s'adapter à cette société. C'est pas nécessairement être d'accord avec tout. Je parle au-delà du rôle de père. Mais moi, j'ai 47 ans et je me pose beaucoup de questions sur ma position en tant que vieux jeune et pas encore jeune vieux, parce que je considère qu'on est un jeune vieux à partir de 50 ans. Et que quand on est sur la fin de la quarantaine, on est un vieux jeune. Et le futur, il appartient... j'ai plus la sensation qu'il nous appartient à nous, vieux quarantenaires. C'est-à-dire qu'on a le droit d'y vivre dans ce monde et dans ce futur, parce qu'on a encore, je l'espère, des années devant nous en termes de... Mais en revanche, c'est les 25-35 ans qui aujourd'hui façonnent le monde d'aujourd'hui et de demain. Donc, le refuser entièrement, ça me paraît compliqué. Et je pense que c'est lutter contre des moulins à vent. Ceci étant, pour revenir à ce rôle de père, oui, le rôle du père change, il est malmené, il est comment dire, en difficulté. Et je pense qu'il faut faire sien ces formes de vérité. Je pense qu'il faut accepter l'idée que on oublie un peu cette image d'austérité, un peu d'épinal, d'autoritarisme un petit peu, comment dire, de façade. On est passé de ça à l'extrême inverse, j'ai l'impression. Oui, ça, hein. Alors après, il ne faut jamais oublier d'écouter nos aînés. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des moments très particuliers avec mes grands-pères. Ouais. C'est une anecdote assez personnelle, mais moi, j'avais notamment un de mes grands-pères que j'ai connu jusqu'à l'âge de 20 ans, qui était très dans la contradiction permanente, qui était capable de dire blanc quand on disait noir, et puis quand 3 semaines après, on disait noir, il disait blanc. Parce qu'il était dans ce rôle-là. Et puis, à la fin de sa vie, comme il savait qu'il partait, il était dans une démarche de transmission qui était différente. Et même si je savais que c'était ces derniers instants, on parle de semaines ou de mois, j'étais heureux, paradoxalement aussi, de recevoir ce qu'il était capable de me donner, qui avait beaucoup plus de finesse et beaucoup plus de fragilité et de vérité, comment dire, dans ce qu'il me disait. Et je m'efforce d'avoir ce rapport-là avec mes aînés, encore aujourd'hui avec mon père. Quel âge vos enfants, d'ailleurs Alors oui, je parlais des aînés, de mes aînés. Ah oui, pardon. Mais alors effectivement, enfants, on peut rebondir mes enfants. J'ai donc mon grand, qui je me trompe à chaque fois et ça le fait enrager, donc je joue avec. Je joue beaucoup. Non, mais il fait 1m84, donc je lui donne souvent plus que son âge. Il a 14 ans. Il rentre donc en seconde, là, maintenant, et le plus jeune a 10 ans et rentre en CM1. Et j'ai des rapports différents avec les deux, déjà par rapport à leur âge. Et vous disiez que vous étiez en silence avec l'un des deux. Le grand était très bavard, et avec l'adolescence est devenu un taiseux. Beaucoup avec moi, en fait. Beaucoup plus qu'avec sa maman, avec qui il partage beaucoup de choses. Moi, on n'est pas dans cette confession immédiate. C'est bon signe ou pas, Jacob, ça ? C'est bon signe ou c'est pas terrible là, ce qui se passe chez Benjamin? Alors, je ne suis pas ici pour travailler sur le cas de Benjamin, qui a l'air fort sympathique. Bon, je suis sûr. Écoute, Benjamin, je me permets de te tutoyer. Par rapport à ce qui émane de toi, ça se voit que tu es dans la bonté et dans la bienveillance.
Donc au pire, si tu fais mal quelque chose, c'est pas par mauvais cœur, mais juste par maladresse. Donc au pire, c'est la maladresse, qui est déjà circonstance atténuante. Maintenant, dans le silence, on a deux types de silence. Alors le silence, Moi, j'avais un patient, moi j'apprends beaucoup avec mes patients, j'avais un patient d'origine africaine, vous avez compris vous allez comprendre pourquoi, et c'est lui qui m'a appris une coutume qu'avait une certaine tribu qui s'appelle la mâche. Comment est-ce que ça se passe? Ils viennent, ils se réunissent en cercle, au milieu, il y a une herbe qui s'appelle de la mâche. Ils s'accroupissent, ils se saluent quand ils arrivent, ils mâchent pendant toute la séance, ils ne disent pas un mot, et en repartant, juste ils se resaluent et c'est tout. C'est un silence, mais ce n'est pas un silence qui est pesant. C'est un silence de communion. Donc c'est un silence qui est positif. Maintenant, le problème avec Benjamin, c'est qu'il me dit qu'avec sa mère, c'est un moulin à parole, avec lui, il ne parle pas. Ça pose problème. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire, parce que vous savez, très souvent, c'est comme par exemple moi dans mon travail, quand une femme, elle me dit, alors vous allez recevoir mon mari, mais je vous avertis, il ne parle pas du tout. Ou bien le mec, il me dit, ma femme, elle ne parle pas du tout. Et comme par hasard, quand ils viennent chez moi, la séance, elle n'est jamais suffisante, tellement ils ont de choses à dire. En fait, il y a une histoire de pont. Est-ce que tu as construit le pont? Est-ce que tu as mis en confiance l'autre? Et j'aimerais juste vous rapporter un film que je trouve magnifique. C'est celui de Roberto Benigni, Dans la vie est belle. Pour moi, si vous voulez savoir quelle est la définition d'un père idéal, c'est Roberto Benigni. Pourquoi? Comme a dit le père, pendant longtemps, le père représente une sorte d'autorité, etc. Il ne doit pas jouer parce que sinon il perd son crédit, etc. Et moi, je ne dis pas du tout. Roberto Benigni, dans son rôle de père dans le film il n'arrête pas de jouer, au fond. Il joue avec le gosse. Et le gosse, justement, il lui obéit. Pourquoi? Parce qu'il arrive à lui faire passer le message. Et j'aimerais vous raconter une anecdote authentique qui s'est passée il y a quelques années. J'avais un ado qui avait un problème majeur avec son père. Donc, j'ai dû demander au père de me consulter. J'essaie d'expliquer au père l'importance d'un lien avec l'enfant, mais j'arrive pas à un moment, je lui dis, je vais jouer mon joker. Je lui dis, monsieur, excusez-moi de vous dire, vous savez, je suis juif marocain, et moi, j'adore le bœuf bourguignon. Et le bœuf bourguignon, s'il n'y a pas la sauce, je ne peux pas le manger. Alors le mec, il se dit, je suis venu en province pour qu'il me raconte un bœuf bourguignon. Je lui dis, monsieur, je vous explique. Vous êtes d'accord avec moi que l'important du plat, c'est la viande. La sauce, elle est accessoire. Mais sans la sauce, si je ne prends pas le pain, je ne le trempe pas dans la sauce, je ne peux pas manger la viande. Je lui dis la même chose. Si vous parlez que de choses sérieuses avec votre fils, ça passe pas. C'est pour lui dire uniquement protège-toi en cas de truc là, les devoirs, fais attention, etc. Ça passe pas. Si tu ne parles que de morale, ça ne passe pas. Il faut la sauce. Parle-lui de foot, parle-lui de musique, parle-lui de choses qui sont la sauce. La sauce, ça a l'air inutile, mais c'est ce que j'appelle l'utile de l'inutile. Un pont, ça ne sert à rien. Ça va faire réfléchir notre ami Benjamin. Mais en fait, un pont si l'autre ne me parle pas, je dois me poser la question, est-ce que je l'ai trahi? Est-ce que j'ai rapporté à sa mère quelque chose qui m'a truqué? Ou bien tout simplement, est-ce que je ne l'ai pas mis suffisamment en confiance? Je dois l'inviter, sans le forcer à parler, mais l'inviter à parler. Voilà. Et moi, juste un truc, et j'arrête de parler, pardonnez-moi. Donc du coup, moi, je parle. C'est l'histoire du parfum. Il y a quelques années, je suis tombé sur un article qui m'a vraiment, entre guillemets, hérissé les rares cheveux que j'ai encore sur la tête, qui est sur le parfum. Il dit 70-75% du budget parfum, il part dans la communication. C'est uniquement dans la fiole, dans la communication et dans la boîte. Revenir sur les ponts, en fait, l'importance du pont. C'est ça que vous êtes en train de nous raconter. Et en fait, maximum 25% part dans la fabrication de parfum en lui-même. Comme dans tout. Hein, donc j'ai dit, ça veut dire que le parfum, qu'on peut s'en passer, regarde combien je fais attention à la mise en forme, mais à plus forte raison quand je dois dire je t'aime à mon fils ou à ma femme, ou quand je dois faire passer un message de morale, de vie à la communauté. Moi, mes livres, je travaille énormément la forme et la fluidité du langage. Pourquoi? Parce que je dois séduire. Et qu'il parle beaucoup, ce Jacob, mais on aime bien l'entendre quand même. Merci, Marianne. Alors, père, vous parliez de l'enfance, du côté enfantin, du bon usage du côté enfantin, au fond, peut-être aussi à employer, du père avec ses fils, avec son enfant, avec ses filles, avec ses enfants. Père, justement là-dessus, c'est peut-être intéressant. C'est vous qui aviez évoqué ça tout à l'heure, le côté un peu gosse éternel du papa. Père Jalin. Je fais un parallèle. Dans l'église, souvent, il arrive qu'on entende qu'on tape un peu sur nos évêques, parce que le patron, on tape toujours dessus. Il ne faut jamais oublier que l'évêque, en fait, c'était un prêtre. Donc, quand les prêtres tapent sur leur évêque, il faut toujours leur rappeler qu'en fait, ils étaient prêtres avant. De la même manière, le papa, il a été enfant. Et il reste enfant. Et ça, c'est dans toutes nos vies d'hommes, qu'on soit père ou pas. Enfin, moi, je ne le suis pas comme physiquement, en tout cas. Il y a cette part de l'enfant qui doit s'exprimer, qui doit trouver sa place. Moi, je le regarde tout de suite, puisque je suis là ici en tant que prêtre catholique.
je trouve intéressant, et je vais rebondir aussi sur ce qu'a souligné Benjamin tout à l'heure. D'abord, le Dieu chrétien est révélé comme père, et c'est un père vulnérable. Un des soucis qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est de le comprendre comme une projection de l'idée qu'on a de la paternité. Donc moi, j'imagine que la paternité, c'est ça, et je dis donc Dieu est père comme ça. C'est pas du tout ça. Quand Jésus révèle que Dieu est un père pour les hommes, en fait, il le révèle avec l'évangile, et donc c'est la capacité d'adaptation. Tu parlais d'adaptation au monde tel qu'il est, voilà, et moi je crois beaucoup à ça. En fait, c'est pas parce que le modèle paternel social change que, au contraire, et je voudrais ça le dire au papa, en fait, vous avez une vocation, que vous soyez chrétien ou non, vous avez une véritable vocation d'arriver à montrer le visage de Dieu comme père, mais c'est à vous, à chacun de l'inventer. Et il y a des codes communs, parce qu'on est tous dans la même société, mais il y a quelque chose de profond dans la relation personnelle que vous avez avec vos enfants, avec votre épouse, qui exprime quelque chose de Dieu, et ça, en fait, c'est irremplaçable, et c'est vraiment un trésor. Comme il reste très peu de temps, malheureusement, Bertrand, à moins que vous ayez une réaction urgente à apporter à ce qui a été dit, mais j'aurais bien aimé venir par vous demander, chez vous, est-ce que vous avez des problèmes avec justement, alors on sait que ça va de mieux en mieux avec votre femme, côté communication, mais le côté faire le ménage, les tâches ménagères, etc., c'est un problème par exemple, ou pas? Vous en parlez? C'est fluide? C'est pas un sujet en fait. C'est un non-sujet? Ah oui, c'est un non-sujet, oui. Bah, chacun prend sa part, et puis voilà. Ça dépend des moments, voilà, si elle est fatiguée ou si moi je suis fatigué, mais non, c'est pas le linge. C'est pas un sujet. Non, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet non plus. En général, cher Benjamin. On s'en parle beaucoup, mais on prend sa part. J'aime beaucoup. Prendre sa part. C'est très important, je trouve. Le fait de prendre sa part et pas d'aider. Aider, ça sous-entend qu'il y a une responsabilité, notamment au niveau de l'autre. Alors que prendre sa part, c'est être deux à y aller ensemble. Je crois que ce sera le mot de la fin, cher ami. Merci beaucoup, invité papa que vous fûtes, que vous êtes. Merci, tous les quatre, puisque le père aussi, le père Jalin à sa façon. Merci Père Nicolas Jalin, Bertrand Kerangat, Benjamin Perrier, Jacob Azéroual. Merci infiniment messieurs pour cette belle émission, en tout cas j'espère. Merci Marianne.